À 300 km d'Abidjan, la capitale ivoirienne, Grand Bérébi est un petit village de pêcheurs, comme il y en a tout au long de la côte. Pourtant, tous les pêcheurs de la région le savent, cet endroit est béni. Car à Grand Bérébi, contrairement au reste du littoral ivoirien, il n'y a pas de bar. Partout ailleurs, cette énorme vague de ressac semble vouloir fermer l'accès de la mer aux embarcations. Ici, on ne connaît pas cet obstacle. Sur cette côte, la pêche est plus facile qu'ailleurs et elle assure la nourriture quotidienne. Attirés par l'aubaine, bon nombre d'habitants sont venus de la côte ghanéenne, à quelques kilomètres de là. Un peu partout, on fume le produit des sorties en mer pour le revendre sur les marchés. Mais à Grand Bérébi, d'autres pêcheurs ont été séduits. Akaja, un club français, a décidé de prospecter ici pour y installer une base. Le club a confié cette mission à Eric Bruni, un spécialiste de la pêche sportive qui depuis 15 ans vit en Côte d'Ivoire. Voilà, les enfants sont en train de ramasser les petits crustacés qui sont dans le sable. Ils attrapent une poignée de sable où ils ont vu le petit crustacé s'enfoncer. Ils jettent la poignée de sable sur un petit peu plus haut au sec. C'est une espèce de, comme une grosse puce de mer. Ils mettent ça à l'hameçon et ça prend toutes sortes de poissons, et notamment les carangues permites ou les petites carpes. Ça marche? Oui. Ça attrape beaucoup de poissons? Oui. Un fil, un hameçon, un petit plomb et le tour est joué. Et ils prennent du poisson. C'est important d'observer toutes les techniques de pêche artisanales pratiquées ici, que ce soit par les enfants ou par les pêcheurs sur l'eau. Ils ont une connaissance du milieu qui est de ce côté-là irréprochable et très efficace. Donc on a beaucoup à apprendre dans la pêche sportive, des coutumes locales et des manières de pêcher. Là je prends la leçon. Bon les gars, on va partir. Le site du futur club a déjà été choisi, au beau milieu de la plage de la baie des Sirènes. Allez. Eric a constitué un équipage avec des marins de la région. Atta, un Ghanéen, dirigera la manœuvre. Ok, allez, on embarque. Allez. La première étape consiste à repérer le long de la côte les postes de pêche où l'on pourra conduire les premiers clients. Le plus souvent, il s'agit de fonds rocheux où s'installe toute une vie, propice à la présence d'espèces variées. On recherche d'abord les plateaux rocheux. Je plonge pour voir un petit peu sur ces plateaux rocheux quelles sont les roches les plus intéressantes, qu'on a d'ailleurs repérées au sondeur. Je plonge dessus, je vois s'il y a la présence du poisson ou du moins la forme du relief. Et après, il suffit de mettre les techniques en pratique, que ce soit traîne, calé, lancer ou autre, et de faire des recoupements après dans le temps. Ce rocher, Eric l'a baptisé le rocher numéro 3. Il se trouve à quelques kilomètres de l'entrée de la baie et d'après lui, il pourrait s'agir d'un bon poste. Ok, je vais entrer dans l'eau pour voir un petit peu exactement le relief du fond. Là, on est sur un plateau rocheux. Il y a pas mal d'activités en surface et ça va me permettre de voir exactement le positionnement des poissons par rapport aux roches, les failles, la profondeur exacte. Et puis après, c'est utile pour positionner le bateau quand on pêche à la calée ou en dérive. Donc l'eau est assez claire et on va aller voir ça de plus près. Première rencontre d'Eric, un poisson-coffre qui croise lentement à 15 mètres sous la surface. Mais le poisson-coffre n'est pas seul. Au pied du rocher, des centaines de poissons de taille moyenne sont en quête de nourriture. Comment on le voit? On le voit très mal. Ces poissons que l'on voit effectivement très bien depuis la surface, c'est ce qu'on appelle le poisson fourrage, c'est-à-dire un repas potentiel pour les gros prédateurs. Ça attire beaucoup de poissons quand ils viennent à côté. Il y a des carangues, des barracudas qui nagent toujours avec eux, qui les chassent. Dès la 4e plongée, le pronostic est confirmé.
Les carangues rôdent. Ce poisson qui se déplace souvent en banc est un adversaire recherché. Un animal combatif à la traîne, un régal pour tous les pêcheurs du monde. Eric est un homme poisson et ses talents d'apnéiste lui permettent d'approcher ce que les pêcheurs ne voient jamais. Quelques brasses plus loin, par exemple, c'est un spectacle rare. Une carpe rouge en chasse. Ce prédateur que l'on peut pêcher à la calée atteint parfois une trentaine de kilos. Pour Eric, la prospection s'annonce bien. Là, il y a beaucoup de poissons de récif, hein, des poissons perroquets, des balistes, des demoiselles, toutes sortes de petites carpes. Et puis j'ai vu là les grosses bandes de carpes rouges, là c'était assez joli. Des carpes assez grosses, des poissons de 7-8 kg, d'autres bandes de poissons 1 à 2 kg. Donc là, l'eau s'est réchauffée brutalement dans cette période. Et vraiment, on voit qu'il y a une activité sous-marine intéressante. Et les gros poissons sont là, donc ça c'est un point très positif. Il s'agit maintenant de s'assurer que le poisson va rentrer dans le jeu du pêcheur. Eric veut d'abord tester les carangues. Pour cela, il choisit quelques rapalas de tailles différentes. Il va les placer sur 4 cannes, armées de 12 à 20 livres. Bon, mais la technique, c'est de placer à différentes longueurs, à différentes distances du bateau, des leurres qui sont plus ou moins gros et qui plongent plus ou moins profond. À savoir que le sillage du bateau attire souvent les poissons et que ce n'est pas forcément les leurres les plus loin du bateau qui tapent le plus. C'est parti. Michel, enlève la canne extérieure s'il te plaît, parce qu'il a pris du fil. Et la canne courte aussi, on va toutes les enlever parce qu'en 12 livres on ne peut pas arrêter grand chose. Voilà, tiens point mort. Ok. Donc là maintenant, je vais pouvoir reprendre du fil. C'est une carangue, oui, c'est une carangue. Voilà, donc c'est des poissons formidables parce qu'ils développent une résistance par rapport même à leur taille qui étonne toujours les pêcheurs. Voilà, là le poisson est en train de dépasser le bateau, donc on avance. Voilà. Là maintenant il a vu le bateau, donc il a sondé. Il est descendu, au début il se battait à 1 ou 2 mètres sous la surface, et là il est venu vers le bateau et là voilà, on passe sous le moteur, comme ça on n'accroche pas. Hop, voilà. Voilà. Voilà, là il est en train de remonter. Donc, oui, il est peut-être un peu plus gros que je l'ai pensé, parce que je pédale un peu dans le mou. Il passe de ce côté. Ouais, il est en train de... Là, il est monté en surface. Ça confirme un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on est venu voir si les carangues qui sont descendues sont là et elles prennent. Pronostic confirmé, ça fait plaisir. Je vais l'amener. Voilà, c'est un poisson qui finit toujours le combat en tournant. Elle ressemble énormément à la carangue d'Hippos, mais elle est beaucoup plus trapue. C'est une carangue lugubris. La différence avec la Hippos qui lui ressemble, c'est qu'elle est beaucoup plus courte, plus plate, et elle a des nageoires assez longues de couleur blanche. Alors que chez une carangue Hippos, elle serait un petit peu plus allongée, et les nageoires là seraient d'un jaune franchement soutenu, et elle serait un peu moins plate, un petit peu plus arrondie. Voilà, faire attention à cette partie de la queue là qui est coupante. Ce sont des ocelles, je crois qu'on appelle ça des pinnules, un peu comme sur les thons. Voilà, avec la ligne latérale du poisson ici. Voilà, belle carangue. Elle doit faire facilement 6,5 kg, 7 kg. Nous, on a la chance ici d'avoir des poids moyens entre 8 et 10 kg. Très souvent des poissons de 12 à 15 et de temps en temps des poissons, puisque
pour parler du record ici, on a fait un poisson de 28 kg. Et j'ai entendu parler même d'un spécimen de 38. Bon, je ne l'ai pas vu, donc... Mais déjà, à partir de 20 kg, c'est un poisson de sport exceptionnel. On a repéré une roche là tout à l'heure en passant qu'on aperçoit au sondeur. On va essayer d'y repasser dessus et je vais rentrer sur mon GPS le point exact de cette roche. C'est une remontée, on a 15 à 17 mètres de fond et d'un coup on se retrouve avec 5-6 mètres. Donc c'est vraiment une dent, c'est intéressant. Donc j'allume mon GPS. J'ai mon sondeur ici. On est en train de remonter 10 mètres. Voilà, 9. Voilà, je suis prêt à rentrer. Voilà, et hop, on a la touche parce qu'on est passé sur la roche. Voilà, mais ramène la ligne courte. Voilà, c'est un beau tasard. Ah, j'ai aperçu une silhouette. Et là, ils sont. Vous voyez, le skipper tourne autour. Il prend le fil comme axe et il décrit un cercle autour. Il est accroché par les oreilles. C'est bon le gaffe? Oui, vas-y. Allez, je te l'amène. Voilà. Très bien. Voilà le leurre. Voilà, il s'agit d'un tasard, appelé aussi macrobonite. C'est un poisson de la famille du maquereau, de la bonite, dont les proches parents du thon. C'est un poisson intéressant à pêcher parce qu'il a une défense assez intéressante. C'est un beau spécimen? Oh non, c'est vraiment un petit spécimen. Non. Celui qui est... Non. À savoir qu'on vient d'homologuer le record du monde ici en Côte d'Ivoire. Il fait 8 kg, mais raisonnablement j'en ai pris jusqu'à 13-15 kg. Celui-là il fait 2,5 kg. Donc voilà, c'est pas un très gros poisson, mais C'est un poisson. c'est un poisson et Tous les poissons sont beaux. voilà. Allez Michel, on le met à l'ombre. La méthode de prospection d'Eric consiste à observer les réactions du poisson en fonction des différentes heures de la journée. C'est la raison pour laquelle, en fin d'après-midi, il revient autour du rocher numéro 3 pour tester l'endroit, une fois de plus. Apparemment, l'activité continue, y compris dans les airs. Un rapace semble lui aussi observer le banc de carangues qui vient de mordre aux appâts d'Eric. Il a vu les carangues passer. On avançait, les carangues sont passées en sens contraire du bateau. Elles ont contourné les leurs par l'arrière, elles sont remontées dessus et voilà. Et l'oiseau qui est venu, le rapace est venu surplomber tout ça. Ouh là là, ouh là là. Défense un peu nerveuse. Là, j'arrive même pas à reprendre du fil. Il veut pas. Ouais, c'est une carangue, mais elle semble même pas forcément très grosse, mais... Oui. C'est plus nerveux que l'autre. Tout simplement parce que c'est peut-être pas la même variété. C'est peut-être une hippose celle-là, donc elle est plus allongée et elle se bat de manière un peu plus nerveuse. Ou alors peut-être un poisson accroché en travers aussi. Ça, c'est aussi des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, n'importe quel poisson, mais il semble beaucoup plus lourd que ce qu'il n'est en réalité. Alors là, c'est une hippose. C'est pas là tout à fait la même. Pas la même marque, Ouais, là, les nageoires jaunes, celle-là. Elle s'est battue plus. Eric est avant tout un adepte de la pêche sportive. Il va donc relâcher ce poisson, un geste parfois difficile à suggérer aux clients.
Il reste tout de même quelques prises qui vont finir bien entendu au restaurant de la baie des Sirènes. La journée est finie, les marins regagnent leur village au bord de la rivière Nero. La rivière, c'est le pays des crewmen. C'est ainsi que les Anglais les appelaient autrefois, les crewmen, les hommes d'équipage. Le projet d'Akaja passe par une bonne entente avec les habitants de la côte et de la rivière. Il s'agit de nouer des contacts avec les habitants des villages. Les présentations avec les étrangers se font ici, sous le grand arbre. Autrefois, on offrait notamment aux visiteurs le traditionnel piment. Mais par pitié pour le palais des Blancs, aujourd'hui, on a adopté la saveur moins agressive de la noix de coco. Ça, c'est le repas de ce soir. C'est des crabes de terre. Et ici, dans la région, on les mange. Elle va faire une sauce à graines, là, chez nous, la soupe à graines. C'est à peu près le même goût que les crabes de mer aussi, il n'y a pas un grand changement. On les piège dans la brousse, il y a des trous là, on pose des pièges et puis on les attrape. Est-ce qu'on mange beaucoup de poissons aussi? Ah oui, et on mange du poisson et quelquefois, ici, nous sommes des pêcheurs, mais c'est pour la consommation. Un peu plus loin, à l'écart du village, on creuse les pirogues. Elles servent aux villageois pour sillonner la Nero, car depuis toujours, cette rivière est un bon territoire de pêche. Ici aussi, en effet, la vie est omniprésente. Dès les premiers repérages, Eric l'a constaté. Avec son équipe, il veut s'assurer que cet endroit va tenir ses promesses. Il est à peu près certain que tous les éléments sont réunis pour permettre de procurer du plaisir aux futurs clients. Les cannes là, je préfère les voir comme ça. Voilà, comme Là, ça. c'est la mer est toute proche, mais on en est déjà loin. C'est plus du tout Voilà, c'est-à-dire que même environnement. l'embouchure est 500 mètres à gauche. Donc cette petite rivière communique avec la mer. Et donc c'est un site de pêche très intéressant, de type lagunaire, avec des eaux douces et des eaux salées qui se mélangent. Une concentration de poissons fourrage, de petits mulets. Vous appuyez sur les connaissances Voilà. des locaux. Oui, oui, bien sûr. De temps en temps, ils nous indiquent la présence du poisson, des chasses ou des choses comme ça. On leur achète des écrevisses pour la pêche. Non, on s'entend très bien. Et eux-mêmes, ils exploitent la rivière. C'est des concurrents. Non, quelques pêcheurs prennent quelques poissons de temps en temps. Donc c'est une zone qui n'a pas véritablement de pression de pêche. Et comme toute zone de type lagunaire et saumâtre, c'est très riche. Les carpes, les barracudas, les carangues, les capitaines, les tarpons remontent dedans. Beaucoup d'espèces de la mer viennent se reproduire et grandir, commencer leur premier jour dans ces eaux-là. On peut trouver beaucoup d'espèces. Ayoka. Ah, elle demande du poisson. Bon, si on gagne, on va t'envoyer. D'accord? Ok. L'astuce, c'est de mettre un petit peu de tresse sur le bas de ligne, plutôt qu'un bas de ligne acier qui gênerait la nage du leurre, ferait moins naturel. Et comme ici, il y a des branchages, mais on a la chance de ne pas avoir de coquillages qui poussent sur les branchages, chose assez rare dans des zones à eau saumâtre où généralement les huîtres recouvrent, ce n'est pas le cas ici. Ça permet de pouvoir combattre un poisson même quand il est rentré dans les branchages sans trop casser. La tresse a une résistance à l'abrasion suffisante pour augmenter les chances, mais bon.
En route vers un poste de traîne, Eric ne peut s'empêcher de mettre un leurre à l'eau. On ne sait jamais. Ça y est. Ouais, reste en point mort. Alors, question classique, un pronostic? Carpe rouge. Attaque violente. Recule un peu vers là pour qu'on se ressente par rapport au milieu, doucement, voilà. Tu vois, même en faisant une liaison comme ça en pleine vitesse pour se rendre, faut toujours traîner un leurre, toujours. Et elle a attaqué à une très grande vitesse. Là, on pêche avec des lignes très très fines, donc petit ou aïe. Alors, c'était une très grosse. C'est toujours les très grosses, hein, qui se décrochent. Ce qui est agaçant, c'est que ça a coupé, quoi. Ah, le leurre est resté. Ouais, ça c'est que peut-être j'avais fait une petite erreur de pronostic. C'était peut-être plutôt un barracuda. C'était un barracuda. C'est des barracudas qui remontent, donc le barracuda remonte pratiquement en eau douce. C'est-à-dire jusqu'à une teneur en sel très faible, c'est-à-dire que si on la goûte, on sent même pas le goût de sel. Il faut des marins d'eau douce pour aller en rivière. Ah, ça présente quand même très bien. Hein. Ouais, Au bout de Au bout 5 de minutes, il y a déjà une tape. Voilà. Allez, on va remettre le même leurre. Il n'y a pas de raison, on ne change pas une équipe qui gagne. Une nouvelle fois, le pronostic est confirmé. Sous les eaux calmes, il y a les gros poissons qu'Eric attendait. Comme il le pensait, des prédateurs venus de la mer remontent la rivière par l'embouchure. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors bon, c'est une ligne assez fine donc. Là, il y a des admirateurs qui arrivent. Là. On est juste devant le seul village qui est. Alors là, vous sentez, dans ces cas-là, plus prospecteur que pêcheur ou... Oh, le naturel reprend, mais on va. Ah voilà, on va commencer à apercevoir le poisson. Voilà, c'est un joli bara. Il est gros. Alors on a beaucoup de chance, il ne coupe pas le fil. Voilà, exactement. Oh, oui. Je suis obligé d'aller doucement, hein. Ouais. La ligne est... Hop, il s'enroule avec la ligne. Bon, je ne cache pas que nos chances sont limitées. Pourquoi? Parce que bon, il a des très grosses dents, très coupantes et le leurre est tout petit. Alors là maintenant je vais l'amener doucement et il faut le gaffer dès le premier passage. Il tient à peine. Allez Michel. Allez Michel. Voilà, mets-le dans le bateau, soulève-le. Bravo, attention. Bravo, voilà. Soulève, aide-moi à soulever le poisson. C'est un beau barracuda. Tiens bien la gaffe, on va le soulever à deux. Ah, regardez. Ah oui, il avait son petit poisson pilote. Un petit rémora. Donc ce bara vient de la mer, c'est un poisson de mer. Il a pénétré probablement la nuit dans la rivière pour venir se nourrir et il a le rémora, ce poisson qui se colle avec sa ventouse sur les gros poissons et qui profite des reliefs du repas des gros poissons pour se nourrir donc. Bon, c'est un poisson qui doit peser entre 12 et 14 kilos. À partir de 20 kilos, c'est déjà des vrais monstres. La chance, c'est que le leurre s'est piqué à l'extérieur de la gueule lorsqu'il l'a frappé. Parce que là, un coup de mâchoire sur ce petit leurre-là, je ne pense pas que j'aurais récupéré de leurre. Il l'aurait détruit et puis en plus, il aurait coupé la tresse. Mais bon, il a frappé le leurre, ça s'est pris sur l'extérieur. J'ai eu la chance pendant le combat, il n'ait pas pu rattraper le fil. Pourtant, il s'était enroulé avec le fil. On voit d'ailleurs les marques ici du fil. Voilà. Donc là, avec le rapport de force qu'il y avait, bon, c'est un joli coup de ligne. Bon, bilan positif.
y a des nasses ici? Ouais. Ok, donc je vais relever. Tout le long de la rivière, les pêcheurs installent des nasses. Dans ces pièges, ils capturent des écrevisses. Michel connaît bien la rivière et en échange de quelques francs CFA, il sait où se rendre pour fournir Eric en appât. La nasse, c'est fabrication dans le village? Oui, c'est fabriqué au village ici. Il y en a dedans? Oui, il y en a. Comment c'est fabriqué? Parce que ça rentre comment dedans? Alors comment le... C'est là. Il y a deux entrées là. Ouais. On met le coco Ouais. avec du poisson pourri. Ah oui, comme un Et pas? là, oui, comme un pas. Ça rentre par là, par la première entrée et la deuxième. Ils peuvent pas C'est sortir après voilà, parce c'est que petit. c'est un entonnoir. Voilà, c'est fermé. Attention, elle sent bon. Ouais. La toute petite, rejette-la dans l'eau là. Voilà, elle est en train de partir, c'est bien. Voilà, quelle grossisse. La femelle pour toi, c'est celle qui a les petites pinces? Oui. Il y a des œufs déjà dessus. Oui, oui, ça. Ils sont là. C'est ça. Vous les voyez? Et le papa, lui, il a les grandes pinces. Voilà, il a les grandes pinces. C'est des bons appâts pour Oui. Excellent. nourriture naturelle. Nourriture naturelle, on les utilise en vif. On les pique juste sur le rebord de la carapace, on les blesse pas, comme ça elles restent vivantes et les carpes adorent ça, les carpes, les capitaines. C'est encore un point commun que vous avez avec les poissons. Vous aimez aussi ça, vous? Peut-être bien parce que c'est vraiment excellent. On va piquer tout simplement par la queue. Ok, alors là le principe du montage c'est assez simple. Bon, le courant est très faible, donc il y a un tout petit plomb, pas besoin de... Juste ce qu'il faut pour descendre l'appât au fond. Et le plomb coulisse, c'est-à-dire sur la tirée du poisson, le poisson ne sent pas le poids du plomb. Donc moi, je vais rendre la main, c'est-à-dire que sur la tirée du poisson, je vais le sentir sur la canne et je vais avancer la canne vers le poisson. Ça va lui permettre de se déplacer avec l'appât, de l'avaler et je vais ferrer, donc je vais le contrer et là il va être piqué. Voilà, tout simplement. C'est très simple, on est juste sur le poste. Voilà. Je le règle assez dur pour pouvoir contrer le départ du poisson. Il y en a un là. Ouais, petit poisson. Un petit voleur de... Voilà. C'est une carpe. C'est un bébé carpe? Ouais, carpe tilapia, c'est une autre variété. Voilà. C'est pas un lujan. Disons, il a aimé ça. Hein. Oui, on dirait. Hein. Il a tout avalé. Il a avalé vraiment Pêcher avec, quoi. profondément. Oui, ça peut être un superbe vif. Bon. En général, les carpes vivent à plusieurs dans des trous, d'où elles bondissent sur leur proie. Le bateau repasse donc plusieurs fois près du coin où a eu lieu la première touche, pour voir si ce poste a plusieurs locataires. Voilà, on arrive bientôt sur le poste. Voilà. Dis-moi ça au bateau. Sinon tu vas accrocher. Voilà. On est repassé au même endroit, ça retouche. Voilà, on est repassé au même endroit. Une deuxième. Bon, ça a l'air guère plus gros. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la même qui a tapé, mais c'est une carpe rouge. Voilà. Petite carpe. Tu vas les remettre à l'eau? Oui, bien sûr, oui. Voilà. Voilà, bon, tout doucement. Voilà. Superbe petite carpe. Alors, elle est pas vraiment rouge cette carpe? Oui, mais c'est la variété de Lujan qu'il y a, qui pénètre dans les eaux douces. C'est une carpe rouge, mais elle est beaucoup plus foncée. Faire sans faute, voilà. Oh, elle peut atteindre oui, plus de 20 kg sans problème. Donc, on va la laisser grossir. Voilà. Sur la berge, quelques spectateurs comprennent mal les préoccupations écologiques d'Eric. Je ne veux pas qu'on la rejette à l'eau, mais Il va devenir plus grand ils celui-là. ne comprennent pas. Il faut préserver. Hop. Elle est partie.
C'est un enfant. Tu veux tuer un enfant. Tu veux gâter le coin, quoi. Tu n'as qu'à tuer tous les enfants pour gâter le coin, c'est ça? Non, il est tout petit. Il est tout petit. Ah, vraiment. Pour le futur club de pêche, l'embouchure de l'Anero sera probablement l'un des plus beaux sites, et en tout cas, l'un des plus variés. Ici, là, c'est l'intersection un petit peu de la vie. On a un choix de sites, un choix de techniques de pêche et en plus une concentration de la vie et de l'activité du poisson dans ces zones. Ici, on peut pratiquer toutes les techniques liées aux pêches en rivière, en embouchure, le surf casting bien évidemment, hein, tout cet apport de nourriture qui se jette dans la mer, la remontée des gros poissons aussi dans la rivière et la mer devant nous avec toutes les possibilités qu'elle nous offre. Les roches sont juste devant, donc tout est réuni là, c'est une intersection. C'est à partir de là que vous allez jeter vous vos filets. Absolument. À Grand Bérébi, la côte est rocheuse avec des brisants qui favorisent la vie des poissons du bord. L'absence de bar joue probablement sur l'environnement. Pour les prospecteurs d'Akaja, il y a un autre aspect d'importance. Au large, il y a de grandes failles, mais la particularité du relief sous-marin dans cette région, c'est l'amplitude des dénivelés et surtout la proximité de ces cassures brutales. À cet endroit-là, la faille, elle fait un arrondi, elle se rapproche de Grand Bérébi. C'est un site assez évident pour les thons, pour les marlins, les sailfish, les requins et toutes sortes de poissons du large. On a un sec qui remonte à 42 mètres au bord d'une faille où il y a 1350 mètres de fond. Ça fait partie un petit peu de mes priorités justement de trouver ce sec-là. On ne l'a pas encore véritablement identifié. On a rentré les données sur le GPS et maintenant on cherche vraiment la cassure. Et c'est clair, là, ça sera à coup sûr un très grand coin. Pour la prospection au large, Eric s'est fait prêter main forte. Voilà, tu seras pratiquement toujours en combat, à toi après de sentir si tu peux monter un petit peu. Philippe Guigaud et Frédéric Dejuan sont venus à la baie des Sirènes avec un tout nouvel équipement de pêche au gros en stand-up. 9 kilos. Vas-y. Ça vient juste s'accrocher quand tu la touches. Ça vient se clipser là, sur tes mousquetons. Hop. Et hop. Voilà, super. Voilà. Cette canne, elle est toute nouvelle dans la mesure où c'est une canne donc, dite stand-up, hein, comme les appellent les Américains, c'est-à-dire une canne courte où on peut pêcher, qui permet de pêcher debout. La nouveauté, c'est qu'on a adapté un talon courbé, un talon courbe qui est utilisé généralement sur des cannes longues, sur des fauteuils de combat. C'est tout neuf. Et c'est français. Tu vois, le principe, c'est de tirer. En fait, en tirant ici, quand tu t'assois, le fait de baisser ton poing, de baisser verticalement, ton point d'appui bouge et lève la talon de ta canne. Alors qu'avant, tu étais obligé de tirer vers l'arrière. Aujourd'hui, c'est simplement le fait de descendre qui lève la canne puisque ton talon est courbe. Donc la pesanteur joue avec toi et t'aide dans la pression que tu mets sur le poisson. Et non pas simplement ta force physique. C'est juste un équilibre entre les deux. Ça va te permettre soit d'avoir déjà du frein dans un confort absolu sans rien sentir, soit au contraire, si tu veux forcer, de mettre vraiment beaucoup de frein. Aujourd'hui, on arrive à pêcher et on a certains copains qui ont cassé du 80 livres et qui mettent entre 50, 60 livres de frein à 130 livres. On continue sur un poisson, c'est vraiment des pressions qui sont énormes, des pressions qu'on n'arrive pas à atteindre au fauteuil. On arrive à les atteindre aujourd'hui en stand-up avec ces cannes courtes à talons courbes, avec un équipement harnais baudrier adapté à la technique. Voilà. Voilà, reprends du fil et tu te rassois. Tu reprends du fil, voilà. Pour le club, les nouvelles techniques n'ont pas d'intérêt si les marins n'y sont pas préparés. Il s'agit d'un travail d'équipe. Bientôt, Atta et les autres seront directement au contact des clients. 20-22 kg, 100. Après, ça devient dangereux, mais sur une mer belle, on peut combattre avec 20 kg de frein en stand-up avec ces nouveaux systèmes. Au
Au village, Atta a une réputation de grand pêcheur, surtout depuis qu'il a contribué à quelques records du monde dans la région. Cela remonte à l'époque où il pêchait le marlin avec l'américain Campbell. Là, on a un gros marlin. Ah Il oui, fait dis donc, 450 kilos. Combien? 450 kilos. Ah ouais. Avec des Américains. Ces Américains s'appellent Campbell. Et ça, c'est juste en face. C'est le... Voilà, juste en face de la baie. Alors, 36 km du côte qu'on a fait ce marlin. Sur une file de 16 livres. Quand le marlin vient y prendre, on le lâche du fil, il avale. Et après, on serre le frein, on avance le bateau un peu. Une fois que le bateau est avancé un peu, on donne tout de suite le matériel parce que le fil est très fin. Ouais. Donc c'est le bateau, le pilote qui travaille. Et si tu n'es pas un bon pilote, ton marlin casse. Je trouve que c'est un peu maîtrisé, quoi. Voilà. Là, j'ai déjà un fils que j'ai déjà travaillé avec lui. Je lui ai montré comment il faut lâcher le fil, comment il faut utiliser une canne, tout ça. Je l'apprends toujours à la maison. Parce que je veux qu'après, si je ne suis pas là, il me remplace. La saison des marlins va bientôt commencer. Ce matin, Atta a conduit Philippe et Frédéric vers le large pour tenter d'en repérer quelques-uns. Les marins, au-delà de les former, il faut que toi aussi, la commerciale en France, connaisse vraiment la technique de pêche au marlin développée sur la Côte d'Ivoire pour que tu puisses leur dire, leur retransmettre et éventuellement les orienter dans le choix des leurres du matériel qu'ils vont amener. Donc là, on a fait une petite sélection. Donc tu vois, au niveau des tailles des leurres, la taille des appâts, c'est quand même c'est des leurres qui font entre 30 et 40 cm. Mais il m'est arrivé, moi, de prendre une dorade coryphène de 2,5 kg sur un leurre comme ça. Les poissons qu'il y a ici sont tellement voraces. On pêche il y a des carangues des fois au bord qui montent. Tu peux avoir qui prennent là-dessus. Un poisson peut attaquer jusqu'à la moitié de sa masse corporelle ou de sa taille. Donc un poisson de 80 ou 1 cm peut attaquer ce leurre et détangonner. C'est pas évidemment pas le but recherché, mais ça peut arriver. Et le montage des hameçons, pourquoi tu les as montés de cette façon? Il y a quelque chose en particulier le montage hameçon double, en fait, le marlin n'a pas de dents et vient et pince le leurre et part avec. Donc si on pêche avec un hameçon simple, on a beaucoup de décrochés, on n'arrive pas simplement à piquer le poisson. Donc là, avec des hameçons soit à 180, soit à 90 degrés, ça aide, ça fait un peu un gouvernail pour le leurre, c'est-à-dire ça va lui donner, ça va le calmer dans sa nage, ça va lui donner une sorte de dérive. Et puis on espère que si le poisson vient taper, quand il prend, il a quand même 2 fois plus de chances de se piquer sur des hameçons qui sont quand même très forts de fer. D'ailleurs, ça pique. Donc voilà, là tu as une tête molle, et puis là tu as une tête dure. D'ailleurs, celle-là, tu vois, elle a pêché, elle a pris un petit coup de... Ça, c'est un coup de rostre dans l'eau. Donc ça permet d'imaginer la puissance de ces marlins qui arrivent à casser de l'époxy comme ça dans l'eau, simplement sur une attaque, sur un coup. Et là, on voit ici toutes les petites rayures très fines. Ça, c'est la bouche du marlin, son rostre, qui fait ces petits traits très fins, comme du papier de verre. Pour faire monter le poisson, Philippe va utiliser une daisy chain. Ce sont ces petits leurres non armés dont les ailerons vont frapper l'eau pour exciter le marlin. Dans les moulinets, il y a environ 5 à 600 mètres de fil, car lorsque le marlin fait son rush, inutile d'essayer de lui résister. Les leurres, eux, vont faire de petits bonds à l'extérieur de l'eau, puis disparaître et réapparaître de nouveau. Là, on est très près du bord. Mais le but du jeu, quand même, c'est de trouver du poisson fourrage, de trouver de la bouffe pour ces poissons pélagiques. On recherche les mouettes, qui sont vraiment un indicateur très fiable pour les pêcheurs, puisqu'elles se nourrissent aussi des mêmes poissons que les poissons qu'on recherche. Donc, À quelques mètres du bateau, une boule de poisson s'est formée. C'est un banc d'anchois attaqué sous l'eau par des bonites. Il est remonté jusqu'à la surface où il est immédiatement la proie des mouettes. Tous ces signes de vie au large sont encourageants pour Philippe. Ils signifient que les gros prédateurs ont ici un terrain de chasse idéal. Il pense déjà aux futurs clients qui rêvent de grosses prises dès qu'ils viennent en Afrique. Le bateau traîne patiemment autour de cette zone. L'équipage surveille particulièrement le plus gros des leurres.
comme bien souvent à la pêche, on n'a pas forcément au bout de la ligne le poisson que l'on attend. Garde le contact, alors attends, tu es dessous. Attendez une seconde, attendez. Du calme. On va rentrer tout ça. Alors, Michel, toi tu es dessous. Donne-moi la canne. Donne. Non, c'est l'autre sens. Qu'est-ce que c'est? Dorade coryphène. Oh, superbe, laisse-le, laisse, voilà. Allez, je vais prendre le badine. Voilà, tu l'as en contact, tu continues, tu le laisses nager. Voilà, tu lui gardes bien la tête dans l'eau. Hein. Voilà. On la relâche, hein. Elle est toute petite. Ça, c'est une femelle, ça, tu vois? Oui, c'est une femelle. Allez, ma chérie, t'en as plus pour longtemps. Bouge pas. Bouge pas trop. J'arrive à attraper l'hameçon. Allez, on va la secouer un peu, normalement. Elle doit se déchirer, elle doit partir toute seule. Et l'hameçon est bien piqué, avec ses hameçons doubles bien affûtés. Je vais la monter. J'essaie de pas trop l'abîmer. On va faire vite. Voilà, l'hameçon est passé là. Allez. Voilà, allez, reprends l'eau, ouais. On n'a pas eu trop longtemps. Bravo, hein. Et petit rose, c'est celui que tu as choisi. Ouais, la petite jupe rose et bleue. Un beau petit leurre. C'est une belle coryphène. Alors, allez, on repart. Ça repart. Allez, c'est bon, tu peux reprendre la vitesse. Une tortelute, des dauphins, mais toujours pas de marlin. Pour essayer d'affiner les recherches, Philippe doit détecter dans le relief sous-marin les cassures et les couloirs dans lesquels les poissons pélagiques sont susceptibles de nager. Et pour cela, il utilise un GPS. Sur la carte, au fond, là, qui remonte à... On est à 15 000 du bord, on passe de 400 mètres à 42 mètres. On a un autre tombant à 20 000 du bord, on passe de 1400 mètres à 100 mètres. Donc ça, c'est des endroits, c'est des coins où normalement ça doit frétiller. On est passé dessus, on a fait la dorade coryphène tout à l'heure. Enfin bon, même s'il y a des grandes lignes qui se dessinent, c'est quand même le feeling du pêcheur, l'œil du skipper, l'intuition féminine de la bonne couleur du leurre qui va déclencher, qui va faire pêcher. Mais c'est pas un ordinateur. Un ordinateur ne pourra jamais calculer ça de manière précise. Il faut laisser une part de rêve, autrement c'est moins sympa. Mais au bout d'une journée de traîne, il faut bien se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, le marlin n'est pas au rendez-vous. Sur 1000 à 1500 mètres de fond, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. On est à 20 000, on va dire quarantaine de kilomètres de la côte. Sur des fonds très profonds, c'est du bleu. Et puis des fois, on a vu des films où les poissons restent 7, 8, 10 minutes sous l'eau, 10 mètres sous l'eau derrière les leurres sans jamais attaquer. Donc c'est une traque très très difficile. Et c'est ce qui fait l'intérêt de ce poisson. Si on en prenait comme ça à chaque fois qu'on met un leurre dans l'eau, il n'aurait pas cette aura et ce côté un peu fantastique, un peu mystique qu'on lui attribue et qui est vrai parce que c'est un vrai beau poisson, mais en plus c'est un vrai dur à prendre, à faire mordre et après à combattre. Donc c'est très bien qu'il soit dans l'eau et qu'il continue à nager. On reviendra s'en occuper. À l'hôtel de la baie des Sirènes, quelques pêcheurs viennent d'arriver pour tester, en grandeur nature, les résultats de la prospection menée par le club Akaja. Demain, ces premiers amateurs vont valider le travail d'Eric. C'est à l'embouchure de la Nero que commencent les premiers tests. Un campement est prévu pour une partie de surfcasting qui va durer jusqu'à l'aube. Il y a toute une mise en place du matériel, donc le surfcasting c'est une pêche d'attente. On
on pêche, on recherche généralement des gros poissons. Un pêcheur a environ 2 ou 3 cannes. Ce sont des cannes assez puissantes, adaptées justement aux poissons africains, pouvant lancer des poids importants. Il faut lancer au-delà des vagues, et d'où l'importance de ces cannes-là, qui permettent de lancer des poids assez importants et assez loin. Il y a une contenance qui doit excéder au moins 250 mètres de fil. Il y a même carrément des moulinets qui sont vidés et on ne peut pas arrêter les poissons, notamment la nuit, puisque la nuit, vraiment, les plus gros poissons viennent se nourrir au bord, et là, on a des fois des surprises. C'est aussi une pêche de nuit. C'est aussi une pêche de nuit. Donc, les grosses carpes, voire les requins, s'approchent des rivages plutôt la nuit que dans la journée. L'objectif, ce sont les carpes. Un poisson qui aime les remous, notamment lorsqu'il y a une barre. Mais à Grand-Bérébi, la barre n'existe pas. Il y a donc une inconnue sur les chances de succès. Je fais la boucle, ça évite que l'effort soit fait sur l'hameçon pour pas que c'est fragile la sardine. Donc, ouais. Et encore, bon, c'est pas un parablin. Surtout avec un 100 centième, la boucle là, elle tient plus ou moins, mais bon. Pour le montage, Eric utilise des sardines en attendant que ses marins rapportent du vif. À l'extrémité de la ligne, il y a également un plomb. Ce montage doit permettre à l'appât de bien rouler sous la vague, un peu comme un poisson mal en point, et donc facile à attraper. Pour tout le monde, l'attente commence. Afin de surveiller les touches dans l'obscurité de la nuit, les pêcheurs ont installé sur leur ligne des bâtonnets lumineux. Chaque canne en est équipée. Départ! Il y a un départ! C'est carrément parti là-bas, faut avancer avec. Ouais, on dirait qu'il a voulu rentrer complètement à gauche. Le poisson n'est pas gros, mais il a essayé de s'échapper en filant vers l'embouchure. Ouais. Voilà. C'est une petite carpe, la première de la soirée. Carpe rouge. Voilà. Une petite carpe qui est venue prendre et puis elle est partie le long du bord. La queue, tu vois, est droite. Il y a une autre variété allongée, Lujanus fulvens, dont la queue fait ça, quoi. Tu vois, où les extrémités dépassent ici et là c'est creux. Et elle est à peu près la même forme, mais d'un rouge vif. C'est une autre variété encore. On a beaucoup de variétés ici, de carpes. C'est des poissons qui atteignent 30 kg, ça. Donc tu vois, quand même, ça peut grossir. Ça peut grossir. Beau poisson, tu vois un peu. Messieurs, les canines. Bah, il fallait bien une première, hein, c'est la première. C'est toi qui as commencé, qui as ouvert le bal. La pêche continue. Au bord de la rivière, les marins pêchent les vifs à l'épervier. Allez, voilà. Ce soir, Eric est accompagné d'un pêcheur de renom, Patrick Sébille. Sur ses mulets, il va essayer un échage particulier. Voilà. Mais tu sais quoi là? Je vais te montrer un montage. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que la plupart des poissons ont un passage juste entre l'œil et l'os ici. D'accord? Okay. Donc on va faire passer l'aiguille ici. Il faut sentir. Voilà. Là on ne blesse absolument pas. Hein. En fait le poisson ne sent rien là. On peut relâcher un poisson qui a servi de vif pendant des fois quelques heures, qui n'a absolument pas blessé.
Ok, impeccable. Voilà. Je vais faire une boucle. Voilà. Si on passe bien. Voilà. On passe 2 fois en équilibre. Voilà. Ah ouais, impeccable. Là. Et là, tu vois, lui, il n'est pas piqué. Il est tenu en laisse. Et avec un cercle look, c'est parfait. Ouais. Voilà. Allez, on va lancer ça. Allez. Par moments, sur la plage, la nuit est un peu longue. Pour tromper l'ennui, certains pêcheurs tentent de lancer au popper dans l'obscurité. L'idée peut paraître incongrue, mais avec les carpes, tout est possible. Quand la nuit tombe et que le mulet évolue en surface, il ne repère pas les carpes. Et les carpes longent le fond et d'un seul coup, elles montent. Et c'est ce qui est très intéressant quand on pêche au leurre de surface. C'est qu'on ne voit pas arriver comme une carangue, on ne voit pas arriver le prédateur. Mais on est surpris parce que d'un seul coup, alors qu'on regarde le popper qui nage, d'un seul coup, il y a une gueule avec de grosses canines qui sort droit du fond comme ça et qui attaque parfois au ras du bord. Des fois, on n'a que 3 ou 4 mètres de bannière devant le sillon au moment où on a l'attaque. C'est pour ça qu'on attend toujours avec impatience la dernière heure de jour et la tombée de la nuit parce qu'on sait que c'est le moment des carpes. L'obstination des pêcheurs a payé. L'un d'entre eux vient de toucher une carpe avec son popper. Pour le club, c'est une nouvelle confirmation des possibilités du site. C'est bien bagarré? Ouais, grosse attaque, mais en 2-3 petits coups, puis après plonger. Et après, elle est partie vers la droite. J'ai pris un peu de fil, mais pas beaucoup. Et ici, tu vois, tu peux toucher des carpes, mais de 20-30 kilos comme ça, au popper. Tu vois un peu ce que ça peut donner? Allez, venez, on va la mettre directement à l'eau. Ce qui est sympa, c'est qu'on puisse les pêcher côté mer, là, dans les vagues, et on vient les relâcher ici. Tu veux la relâcher toi-même, peut-être? Non, vas-y, vas-y. C'est là. Je veux la voir partir. Allez, dire. Au petit matin, Eric emmène ses clients au rocher numéro 3. Sans inquiétude particulière, car depuis hier, il le sait, son pari est gagné. Oui.